Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député de La République En Marche à Paris. Vous étiez même le seul député élu au premier tour aux dernières législatives. Est-ce qu'il y a trop de députés à Paris ? Est-ce qu'il y a trop de députés au global à Paris, La question, ouais. À Paris, non, je pense que chacun fait son travail. Dans la configuration à l'heure actuelle, dire qu'il y a plus ou moins, c'est une question plus générale sur le rôle du député et surtout sur les moyens qu'on donne au député pour accomplir sa mission. Donc s'il n'y en a pas trop à Paris, c'est qu'il y en a trop ailleurs, puisque le projet de réforme de la Constitution et des institutions porté par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, veut réduire jusqu'à un tiers le nombre des députés. Où est-ce qu'il faut en supprimer ? Après, ce sera, je dirais, très égalitaire, c'est-à-dire qu'on relève le nombre d'habitants, un député par rapport au nombre d'habitants, donc un seuil sera fixé, peut-être autour de 200 000, enfin on verra, les discussions auront lieu dans les mois prochains. Mais la réalité des choses, c'est qu'un député à l'heure actuelle, il faut que les gens le sachent, n'est pas suffisamment staffé, n'a pas suffisamment de moyens pour accomplir sa mission première, qui n'est pas de voter les lois, contrairement à ce qu'on pense, c'est de vérifier que l'application de ces lois, contrôler, faire un vrai contre-pouvoir par rapport à l'exécutif, et nous manquons cruellement de moyens pour cela. Et donc, quand je vois mes collègues allemands, au Bundestag, ont 2 fois plus d'équipes autour d'eux, ça leur permet de mieux contrôler. Mais il faut supprimer des députés pour qu'ils aient plus de moyens, c'est ça la logique ? À enveloppe constante. Ouais. Enfin, on est quand même dans une conjoncture des finances publiques compliquée. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est-à-dire à enveloppe constante, d'avoir une équipe plus importante, d'avoir les moyens de faire pleinement son travail de contrôle de l'exécutif. Dans le projet qui est révélé par le gouvernement et sur lequel il y a des consultations des différents partis politiques, le chiffre de 404 députés, qui correspond à une réduction de 30% du nombre des députés, est inscrit. Ça fait 173 députés de moins. C'est beaucoup de disparitions de postes de députés. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des départements qui n'auront plus d'élus ? Alors, il y a une discussion, mais c'est vrai que le chiffre de 400, ça a été un chiffre qui a été évoqué pendant la campagne présidentielle et législative dernière. Ce n'est pas un chiffre qui sort non plus de nulle part. Y aura-t-il des discussions claires sur le découpage, par exemple, un député, on pose souvent la question, député de la Creuse. On a à l'heure actuelle un seul député de la Creuse. Est-ce que la Creuse supprimer 100% là ? Non, l'idée évidemment, c'est de regrouper. Il y aura des discussions là-dessus. Je crois que la porte est ouverte pour une discussion. Les sénateurs sont très attentifs à ça. Par exemple, Gérard Larcher dit qu'il y a une ligne rouge, écarlate même, dit-il maintenant, qui est au moins un sénateur par département. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Moi, je pense qu'il faut vraiment discuter et écouter les sénateurs. Ils ont une expérience, ils ont une approche, aussi une légitimité territoriale importante. Je crois qu'il faut les écouter et essayer de trouver le meilleur dispositif pour être le plus efficace. Donc, écoutez tout le monde. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut réduire le nombre de parlementaires parce qu'il faut que nous ayons plus de moyens pour accomplir notre mission. Quand vous dites qu'il faut écouter le Sénat, il faut discuter avec lui, c'est une façon de dire que le gouvernement ne le fait pas assez. Il y a une tension très forte en ce moment entre les sénateurs, Gérard Larcher en particulier, mais Bruno Retailleau aussi, et le gouvernement. Est-ce que le gouvernement fait fausse route en créant cet esprit de tension entre le Sénat, la Chambre haute, comme on dit, et lui-même ? Le Sénat souhaiterait clairement qu'il n'y ait aucune modification. Nous avons été élus, nous, sur un programme d'une modification de notre organisation et du nombre de députés, de parlementaires de façon plus générale. Donc, qu'il y ait des tensions, c'est assez logique, que chacun affirme devant les médias des positions. La réalité, c'est qu'il y a discussion. Est-ce que le gouvernement recherche à créer de la tension pour mener une négociation à son avantage ? Je crois que les sénateurs cherchent aussi la tension, tout simplement. Ils cherchent à savoir quel va être le point de rupture. Mais enfin, ça, c'est une négociation classique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est en train de discuter, d'écouter les arguments des uns des autres pour trouver la meilleure solution d'équilibre. Il faut une solution d'équilibre. Nouveau sous le soleil, en tout cas, la limitation du nombre d'amendements qui sera la disposition, disons les choses comme ça, des partis en fonction de leur importance. Un petit parti aura beaucoup moins d'amendements, le droit de déposer beaucoup moins d'amendements qu'un grand parti, et en particulier que la majorité. Est-ce que c'est logique ? La discussion, je vais revenir même au principe même. Il y a quelques mois, j'ai été élu avec bon nombre de nouveaux parlementaires. Oui. On s'est aperçu d'une chose, ce n'est pas le fait de déposer des amendements qui vous donne du pouvoir, c'est d'avoir du temps
et des moyens de discuter ces amendements. Donc, quand on s'aperçoit que sur un texte, on a 800, 900, 1000 amendements, qu'on les vote jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin avec quelques parlementaires dans l'hémicycle, y a-t-il vraiment un pouvoir ou un contre-pouvoir de l'opposition? En réalité, non. C'est juste du facial. Mais limité de façon arithmétique et proportionnelle, est-ce que ça a un sens en démocratie? Encore une fois, on est dans un système majoritaire à 2 tours qui donne une prime au parti qui est arrivé en tête. La République En Marche est majoritaire de façon écrasante à l'Assemblée. Elle ne l'était pas dans les voix, dans les urnes, au moment des élections. Est-ce qu'il n'y a pas, là, une distorsion qui va s'amplifier encore? La réalité, c'est que la République En Marche, le groupe majoritaire, dépose beaucoup moins d'amendements, voire très peu d'amendements par rapport à France Insoumise, par exemple. Naturellement. Parce que c'est une façon d'exister et d'affirmer sa politique dans l'hémicycle. Vous êtes souvent en raccord, pardon de l'expression, avec le projet du gouvernement. Un projet de loi qui arrive, mais vous avez raison. La majorité n'a pas de raison fondamentale de le contester. C'est pour ça que moi je conteste vos dires, c'est-à-dire que ce n'est pas le bloc de possibilités d'amendement que nous donne qui va faire vraiment usage de l'amendement. La réalité des choses, c'est que les oppositions utilisent l'amendement pour exister politiquement et pour faire valoir leur position politique. Est-ce que ça n'est pas ça la démocratie? En aucun cas, la visée est d'enrichir la loi, en tout cas ou très peu. Et donc nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils puissent beaucoup plus expliquer leur position avec plus de temps, plus de moyens sur des amendements qui sont, je dirais, plus raisonnables dans le temps. On peut pas compter. Vous savez que la réalité des choses, c'est que par heure, on traite 15 amendements par heure. Ouais. Donc la réalité des choses, dans l'hémicycle, 15 amendements par heure. Donc en fait, on n'a pas de vraie explication sur le fond. On n'a pas de travail sur le fond. Donc sortons des idées reçues, sortons de l'idée que plus on a d'amendements, plus on existe politiquement. La réalité, c'est qu'on est là pour enrichir la loi. Le point 17 du projet d'Édouard Philippe, ou en tout cas tel qu'il a été révélé par Édouard Philippe à ses différents interlocuteurs, crée et inscrit dans la Constitution un printemps de l'évaluation. Vous savez ce que c'est que le printemps de l'évaluation? Oui, c'est tout simplement l'idée que les députés passent du temps, enfin du temps, à contrôler l'action du gouvernement. Et non pas... ce qui se passe, c'est que par exemple pour le budget, nous passons plus de 3 mois à travailler dessus, nuit et jour, très compliqué, on finit presque au 31 décembre. Et par contre, on passe une seule après-midi à contrôler en réalité dans l'hémicycle. Et donc ça, ce printemps, c'est quoi? C'est une période, une session? Exactement, d'avoir en tout cas les moyens, le temps de rentrer dans le détail de l'application, de l'exécution du budget, comme nous l'avons voté quelques mois avant. Vous êtes député de Paris, comment ça va les relations avec Anne Hidalgo? Nous, on travaille avec tout le monde, on écoute tout le monde. La réalité des choses, c'est que sur Paris, nous, on travaille sur un projet, sur notre projet depuis toute l'année 2018, pour proposer dans quelques mois, quelques années, une alternative pour Paris et construire le Paris. Prochaines élections municipales. Prochaine élection municipale 2020. Et en attendant, les relations avec Anne Hidalgo sont cordiales. Nous avons l'occasion de nous rencontrer très régulièrement. Et voilà, il n'y a pas plus de caractéristiques à faire sur cette relation. Comment est-ce que vous jugez la manière que Anne Hidalgo a, pour l'instant, semble-t-il, de contourner la décision de justice qui l'oblige à réouvrir les berges sur Seine de Paris? Sur les berges sur Seine, on a toujours dit que nous, l'objectif était louable. C'est un objectif qui est partagé par bon nombre d'entre nous. Mais c'est la manière dont elle a procédé, et qui a d'ailleurs été dès le début contestée par non seulement les oppositions, mais la société civile, par l'ensemble de la banlieue, parce qu'elle était autoritaire et qu'elle n'était pas construite dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? On est engorgé à l'heure actuelle, et on a une pollution qui est au moins stagnante, voire plus importante qu'avant, en tout cas sur certains endroits de Paris. Et donc, contourner la décision de justice, est-ce que c'est la bonne manière, là aussi? Là, on est quelque part dans un cul-de-sac. C'est-à-dire que réouvrir la voie sur berge, ce serait un vrai abandon d'un projet que nous voulons majoritairement à Paris, mais les fermer, continuer de les fermer sans retravailler totalement le sujet, évidemment qu'on va être bloqué et qu'on risque d'avoir à nouveau une décision de justice contradictoire. Moi, je pense qu'il faut se remettre tous autour de la table, retravailler sur un projet, bloquer pour le moment la situation, gagner du temps d'un point de vue factuel pour que les voies sur berge restent fermées, et puis remettre la banlieue, Paris, autour de la table, pour avoir des vraies alternatives. Ici, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, entre autres, que les banlieusards laissent leurs voitures en dehors de Paris, qu'on construise des parkings gratuits aux grandes gares de banlieue, ce que l'on ne fait pas. Alors on verra dans les semaines et les mois qui viennent si vous êtes entendu par Anne Hidalgo, sait-on jamais. Sait-on jamais. Merci Sylvain Maillard. Merci.